Au cœur des installations de l'École nationale de ski et d'alpinisme, l'ambiance est détendue. Pourtant, loin de s'amuser, tous ces athlètes visent les sommets. Faisant partie de la sélection française s'alignant sur les Coupes du Monde et Championnats du Monde de leur discipline, ils ont pris pour habitude de s'arrêter à Chamonix pour progresser et se préparer au grand rendez-vous de la saison. Un calendrier qui débutera d'ailleurs en Chine au mois d'avril. Alors à quelques semaines des premières échéances, c'est sur les détails que l'entraînement se porte aujourd'hui. Ce qu'on vient chercher sur des stages-là, on ne va pas venir chercher du volume, de la quantité forcément. Par contre, on va faire des simulations de compétition où voilà, on va vraiment se concentrer, on va faire en sorte d'être le plus possible proche des conditions de compétition pour pouvoir faire les derniers réglages, peaufiner ce qu'on a bossé pendant 6 mois. Et notre niveau, il ne va pas changer drastiquement entre maintenant et le début de saison qui approche. C'est plus, on va venir chercher les petits détails qui vont faire toute la différence ce jour de la compétition. Une préparation menée de main de maître par l'une des figures de la discipline. Après avoir côtoyé les podiums pendant une décennie, Romain Desgranges est aujourd'hui l'entraîneur de cette équipe de France. Un poste qui lui permet de bâtir une vraie dynamique pour des athlètes qui s'inscrivent déjà dans une volonté de monter en niveau au fil des échéances et des années. Les Jeux de Paris sont passés, maintenant on se projette à plus long terme, donc on est plus dans une phase de construction et de poser les bonnes bases. Depuis le début de la saison, on vient tous les mois faire un entraînement ici. Donc la plus-value, comme je vous disais, c'est la structure, le calme, parce que du coup dans les salles privées ou dans les autres salles, il y a beaucoup de grimpeurs, donc du coup beaucoup de monde. La possibilité de pouvoir ouvrir les voies à notre guise, donc du coup d'avoir une densité de voies dures. Et aussi le catalogue de prises qui est exceptionnel ici, donc du coup ça nous permet de faire vraiment un entraînement très proche de la réalité. Dans ce cadre, chaque grimpeur peut donc évaluer ses forces et ses faiblesses et ainsi se concentrer sur ses lacunes. Pour autant, reste encore à suivre l'évolution du sport et des épreuves qui y sont liées. Après un regroupement des 3 grandes catégories de grimpe, la vitesse, le bloc et la difficulté lors des Olympiades de Tokyo en 2020, le modèle poursuit son essor, tentant aujourd'hui de s'adapter, quitte à refondre le format de compétition à l'occasion des prochains Jeux en 2028 à Los Angeles. Un rendez-vous déjà en ligne de mire pour une partie de l'équipe. C'est déjà dans ma tête les Jeux de Los Angeles, ça me motive à fond. Puis je sais qu'il y a pas mal de... Voilà, là je mets tout en place pour ça et il y a encore quelques années, donc ça c'est cool. Et puis sinon, oui, effectivement, il y a les championnats du monde en septembre, donc ça me motive à fond. Et sinon, oui, les Coupes du Monde, on va dire dans l'ordre, c'est à peu près ça. Et ouais, envie de pouvoir participer aux premières étapes de Coupe du Monde qui seront en Asie, là. Et puis les suivantes un peu plus tard, mais on va dire un peu étape par étape, et on verra bien. En attendant, reste à peaufiner la technique et le mental, des critères essentiels pour ces champions qui se retrouveront donc en Chine pour la première Coupe du Monde de la saison à partir de la deuxième partie du mois d'avril. Parcourir 1600 km à pied, c'est le défi de Melvin et Romain. Ce Parisien et ce Marseillais rejoignent leurs villes respectives pour le Classico entre le PSG et l'OM. Ils n'ont pas d'argent, font marcher leur réseau et ce pour la bonne cause. Une cagnotte est renversée à la Ligue contre le cancer. Et sur le chemin du match retour vers le Parc des Princes dans la capitale, ils sont de passage à Saint-Étienne. On les a retrouvés au col de la République, l'étape la plus difficile du trajet. Mais 800 km, je vous promets que ça dépasse. On a des cloques, on a mal de partout et tout. On devait de le refaire, on l'avait fait à l'aller, on est arrivé au Vélodrome. Il avait eu une consécration au Vélodrome, moi j'ai envie d'avoir la même chose quand j'arrive au Paris. Consécration, après elle a été vite clôturée. Moi j'ai une revanche à prendre. 3-0 à l'aller, à domicile. Là, je refais le retour. 800 km, j'espère que l'OM jouera mieux. C'est une cause qui nous touche tous, malheureusement. C'est une maladie qui est horrible. Et surtout, cette année, on est content parce qu'on marche pour les cancers pédiatriques. Et voilà, quand ça parle des enfants, même sur les rotules, j'irai au Parc des Princes, quoi. Là, hier, la nuit, elle est tombée à 18h. À 18h, on était en pleine forêt comme là. Il n'y avait plus de voitures, plus rien, on était dans un chemin. On est tombé sur une très très belle personne d'Annonay qui nous a vus vraiment en galère en pleine nuit.
On entendait des bruits bizarres, on avait un peu Il y peur. avait des loups, c'est sûr. Et du coup, il est venu nous chercher, nous récupérer. Il nous a offert, en fait, il a une pizzeria, donc il nous a offert une pizza. C'est le but de notre aventure, c'est de montrer que malgré tout ce qui peut se passer en France, les faits divers actuellement, nous montrer une autre France, l'entraide, l'humanité. Bah ouais, mais autant vous dire que nous, lui surtout, il habite à Paris. Voilà, c'est pas le même décor. Mais là, vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est dur. Mais on profite vraiment, c'est magnifique. C'est un lieu extraordinaire. Mais à l'aller, c'est vrai que l'étape la plus dure, c'était Annonay, Saint-Etienne, tout ça. Hein. On a galéré comme au retour, là, comme on galère là. Ah ouais, c'est physique, mais c'est quoi par rapport aux gens qui combattent la maladie tous les jours, les médecins, tous ceux qui sont dans cette maladie, ce truc-là. Donc nous, physiquement, tant que ça va, on est jeunes et on va jusqu'au bout. Station d'apprentissage pour toute la famille et paradis du ski nocturne, voilà ce qui définit le Collet d'Alvar. Pourtant, la réputation de cette station nichée dans le massif de Beldon s'est forgée autour du freestyle, avec le ski de boss apparu ici dans les années 70. À l'occasion de son 70e anniversaire, le domaine a réinstallé quelques ralentisseurs sur ses pistes. Il y a eu une histoire particulière entre le ski acrobatique de l'époque et le Collet d'Alvar. Il y avait bien sûr les bosses, mais il y avait aussi le ballet. Et puis du saut, parce qu'on avait un tremplin en dur, c'était le premier en Europe. Donc voilà, un vrai lien avec cette station et on est très heureux de fêter ces 70 ans de cette manière. Il y avait régulièrement des compétitions au Collet d'Alvar, je vous parle ça des fin années 80. Oui, on venait chaque année, mais depuis le milieu des années 90, je crois qu'il n'y a plus rien eu. Donc c'est bien de revenir ici, 30-35 ans après, voir une petite piste de boss avec des jeunes qui s'éclatent dessus. Le premier téléski du Collet d'Alvar est installé en 1956. Puis, dans les années 60, la station profite du dynamisme touristique impulsé par le plan neige en 1964 qui favorise le développement des stations dans les Alpes. C'est une station qui a été construite par des passionnés, un médecin, Paul Chatin, Antoine Cros, voilà, un ancien prof qui était passionné, qui montait à pied, qui montait à vélo et qui a entraîné avec lui des gens et qui ont rêvé de mettre en place cette station. Il y a eu ensuite la création de la route et puis petit à petit, tout ça s'est implanté. 70 ans plus tard, la montagne est en première ligne face à la crise climatique. En altitude, les températures se réchauffent 2 fois plus vite. Alors les stations de ski évoluent, c'est le cas du Collet d'Alvar qui se transforme en destination 4 saisons. Le modèle auquel on ne pourra pas échapper pour les stations de moyenne montagne, c'est du ski l'hiver. Oui, encore, on compte dessus. On met les moyens pour, on suit les études scientifiques qui sont faites, on en commande. Par contre, on continue de développer tout ce qui va se passer en intersaison et en été. Le VTT, les randonnées. L'étude ClimSnow commandée par le Grésivaudan à Météo France se base sur la prévision la plus pessimiste du GIEC qui prévoit une hausse de 5 à 6 degrés d'ici 2100. En 2050, le ski restera possible au Collet d'Alvar, mais nécessitera plus d'eau et de neige artificielle. Parcourir la région en 4L et entre copains, c'était le rêve des organisateurs du Raid des Babets qui aura lieu du 29 mai au 1er juin. Passionnés par cette voiture et amoureux de la région, entre la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche, ils ont trouvé le mélange parfait. C'est simple, on a pris une carte, une grande carte, et chacun a pointé un peu les endroits qu'il aimait bien. Et avec ça, on a essayé de retracer un peu, de lier tous les points et de faire un vrai tracé avec plein d'essais du coup. On l'a fait déjà plusieurs fois le tracé, on va encore le refaire plusieurs fois avant le début du raid, parce que les chemins peuvent changer, les chemins en fonction des saisons, tout ça. Là, on a des personnes qui viennent d'un peu toute la France, mais aussi de la région, de leur faire découvrir aussi ce qu'est leur région. Et c'est vraiment le but du raid, et puis de la convivialité et de s'amuser. En plus de vouloir pérenniser l'événement, les organisateurs n'excluent pas d'organiser des raids dans d'autres lieux de la région ou d'en faire plusieurs par an. Bon, moi j'espère que les gens ils vont kiffer et surtout ils vont nous redemander de faire encore d'autres périples et encore plus de nous dire voilà, on a visité une partie des Monts du Forêt, une partie de la Haute-Loire, de l'Ardèche, pourquoi pas découvrir peut-être
de l'autre côté du département, de l'autre côté de la région, peut-être plus côté Auvergne, plus côté Lozère, des choses comme ça, quoi. Essayer de faire découvrir encore plus. Si tout se passe bien, que les gens sont contents, nous demandent de refaire un raid, alors forcément avec un parcours complètement différent, peut-être qu'on continuera les prochaines années avec plus d'équipage dans le raid et voilà. Pour participer à la première édition du raid des Babets, l'association a ouvert les inscriptions à 690 € par équipage pour financer les bivouacs notamment. Pour faire le raid, on s'est dit monter une association, ce serait bien. Et ça pourrait permettre de justement se lier avec d'autres associations. On monte une association, ça nous permettra d'organiser ce raid-là. Au moins, c'est l'organisation qui chapeaute tout ça. On voulait bloquer pour la première édition à 10 équipages. Peut-être que ça s'ouvrira un petit peu plus, parce que vu qu'on a le pilote, copilote, plus on a notre assistance aussi. Nous, on sera peut-être 5 véhicules d'assistance. Donc au final, on sera une trentaine de personnes dans les chemins. Donc voilà, on a bloqué à 10 inscriptions, plus 5 véhicules d'assistance. Je pense qu'on fera 2-3 inscriptions en plus si jamais il y a des retardataires. Mais voilà, on sera quand même une quinzaine de véhicules, quoi. Avec un départ à Chalmazel, le raid des Babets aura des étapes à Saint-Just-Saint-Rambert, au lac de Nossac et à Vallon-Pont d'Arc. Comme un air de 50s dans ce garage de Tullin. Ici, 6 passionnés assemblent à la main un bijou de l'automobile nommé Mugello 375F, le premier modèle de Devalier, un constructeur tullinois. Ils viennent tout juste de terminer leur 15e voiture. Je suis passionné de voitures depuis tout petit. J'ai toujours aimé rouler différent et de ce fait-là, j'ai côtoyé des petits constructeurs et j'ai importé et homologué quelques véhicules originaux. Ce que j'aime bien, c'est ce look un petit peu cigare de toutes ces anciennes voitures de course. Et quand on roule avec ça, on a l'impression d'être un peu un Fangio sur la route. Depuis longtemps, Hervé avait cette idée en tête, créer sa propre voiture. Directeur depuis 40 ans d'une entreprise spécialisée dans le rangement, il a mis à profit les capacités industrielles de son usine pour fabriquer toutes les pièces métalliques du bolide. Avec l'aide d'un ancien concepteur des réservoirs des fusées Ariane, il modélise un prototype en 2019 et lance la commercialisation en juin 2023. C'est un petit roster sportif. Au niveau de l'homologation, la voiture est limitée électroniquement à 235 km/h. Et on fait un 0 à 100 en 4 secondes 6 et on a des très très belles reprises potentielles. On se fait plaisir, j'ai un petit atelier de production. Le client va tout choisir, il va choisir bien sûr les couleurs du cuir, il va choisir tout l'habillage de sa voiture. À part les roues qui sont anglaises et la boîte de vitesse japonaise, la fabrication est française. La carrosserie est réalisée à Barbière dans la Drôme, la sellerie à Saint-Marcelin, le moteur d'1,6 litre vient du groupe PSA. Et le châssis, qui assure la solidité de la voiture, est fabriqué dans leur atelier. Beaucoup de petits constructeurs aujourd'hui qui se situent par exemple en Angleterre travaillent uniquement avec des sous-traitants et ne font que de l'assemblage. Ici, on réalise nos châssis au quotidien sans intervention extérieure. L'aluminium, la plupart du temps, les châssis sont riftés, collés. Ça, c'est une technique qui est issue de l'aviation. Par contre, n'ayant pas ce savoir-faire, mais maîtrisant parfaitement la soudure, on a fait le choix de réaliser les soudures qui permettent d'avoir des ensembles très rigides. Et c'est ce que requiert une voiture performante et qui tient bien la route. Ce roadster de 680 kg nécessite 3 semaines de fabrication. Son prix, environ 100 000 €. En 2023, 8 exemplaires ont trouvé preneur et l'objectif pour les années à venir est de porter ce chiffre à 15 ventes annuelles. Pupitre en bois, encrier et cartable en cuir. Bienvenue ici dans une salle de classe des années 50. Imaginée par le village-musée de la Combe de Savoie, cette reconstitution se tient jusqu'au 16 mars et elle permet une immersion totale à l'école d'antan. Ça permet donc pour les personnes qui ont connu cette époque de revivre, d'avoir une certaine nostalgie ou autre, ou du moins des souvenirs, et de revivre tout ça, et surtout à travers les grands-parents par exemple, de faire vivre et de montrer aux enfants et aux petits-enfants la façon dont fonctionnait l'école, savoir à quoi ressemblait une salle de classe à l'époque pour que leurs petits-enfants comprennent encore mieux ce qu'ils ont pu connaître. Dans cette salle, tout a donc été pensé pour coller au plus près à la réalité. Des affiches scolaires rossignols en passant par la blouse de l'instituteur, jusqu'au poêle servant de radiateur, difficile de ne pas s'y croire. Derrière cette pièce, une bibliothèque scolaire a d'ailleurs elle aussi repris vie. Ici, manuels de cours, encyclopédies,
mais aussi objets de toutes sortes, renseignent sur le quotidien des écoliers. On a ce qui servait donc pour la géométrie par exemple, les outils, les rapporteurs, les compas d'époque, aussi tout le matériel de chimie, et aussi pour tout ce qui est travaux pratiques, voilà, à l'époque, de quoi est composé du pétrole. Aussi, on pouvait retrouver le guide chant qui servait pour l'éducation musicale. Autant de manuels et objets typiques de l'époque qu'il est d'ailleurs possible de feuilleter ou manipuler. Comme cet ouvrage incontournable où les idées abstraites sont expliquées à travers des illustrations concrètes, ou encore ce pan à vue, ancêtre du rétroprojecteur. Les enfants, quand ils voulaient découvrir un domaine, donc par exemple ici on a 100 ans de lessive, donc on a 15 photos consacrées à l'histoire de la lessive, donc on prenait la petite illustration. Donc là, cuvier à la campagne, donc là c'est la façon dont on faisait la lessive à l'époque. Hop, on met la petite illustration, et ensuite, hop, là on pouvait regarder, donc il y a la lumière qui s'allume, et les enfants pouvaient découvrir différentes illustrations et découvrir à l'école l'histoire à travers différentes photos. Outre l'exposition, les visiteurs peuvent aussi s'essayer à un atelier d'écriture à la plume. Une manière de se rappeler le bon vieux temps ou tout simplement de le partager avec ses petits-enfants.